Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo consacrée au GIEC et à ses rapports. On va parler aujourd'hui du travail rendu en août 2021 par le Working Group One sur les bases physiques du changement climatique. Cette présentation se déroulera en plusieurs parties. Il y aura tout d'abord un petit quiz pour évaluer vos connaissances sur le GIEC et le climat en général, puis une partie sur le GIEC, donc qu'est-ce que le GIEC. On enchaînera ensuite avec le contenu du dernier rapport publié en août 2021 par le premier groupe de travail du GIEC, donc sur les bases physiques du changement climatique. Cette partie sera structurée selon les quatre parties du résumé à l'intention des décideurs, à savoir l'état actuel du climat, les possibles climats futurs, les risques et adaptations régionales, et limiter l'évolution du climat. Et on finira par reprendre le quiz du début. Alors, un petit quiz pour commencer. Je vous invite à réfléchir aux questions suivantes. Tout d'abord, que signifie l'acronyme GIEC? Le GIEC a publié un rapport en août 2021. De quoi s'agit-il? Comment a été réalisé ce rapport? À quelle élévation de température sur les continents correspond un réchauffement planétaire de 2 degrés? L'espèce humaine a-t-elle un impact sur le climat? Avec les politiques actuelles, vers quel réchauffement nous dirigeons-nous pour la fin du siècle? Quelle élévation globale du niveau de la mer pourrions-nous avoir à la fin du siècle? Dans le scénario tendanciel, à quelle fréquence arriverait en 2100 une canicule qui arrivait tous les 50 ans auparavant? À Lyon, quelles seront les conséquences sur les températures et les précipitations? Et enfin, nous avons un budget de 10 ans pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. Qu'est-ce que cela signifie? On va répondre à l'essentiel de ces questions dans la présentation et on reviendra sur ce petit quiz à la fin. Avant de rentrer dans le vif du sujet, commençons par parler un peu du GIEC. Alors le GIEC a été créé en 1988 et depuis il a rendu à intervalles réguliers des rapports d'évaluation qui sont donc des rapports scientifiques. Ces rapports avaient vocation à éclairer des décisions politiques lors de sommets politiques qui ont lieu. Le premier donc en 1992, le sommet de la Terre à Rio, où donc les États ont reconnu l'existence du changement climatique grâce au travail mené dans le premier rapport d'évaluation du GIEC. Ensuite, en 1997, on a eu le protocole de Kyoto, où il y a eu un accord international visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc déjà en 1997, on avait pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et ensuite, le dernier grand sommet politique en date, c'est celui de 2015, avec la COP 21, où les accords de Paris ont été signés. Donc l'objectif des accords de Paris, c'est de maintenir l'augmentation de la température mondiale bien en dessous de 2 degrés par rapport à la moyenne pré-industrielle, et d'essayer de limiter cette température à 1,5 degré d'élévation. Alors, à votre avis, quel est l'objectif du GIEC? Est-ce qu'il fait une synthèse des publications scientifiques qui traitent de l'évolution du climat? Est-ce que le GIEC fait des projections en fonction des scénarios socio-économiques suivis? Ou est-ce que le GIEC a vocation à faire des recommandations au gouvernement? Et en fait, le GIEC va surtout faire une synthèse des publications scientifiques et dire voilà, en fonction de ce que l'on fait, comme des scénarios que l'on suit en termes d'émissions de gaz à effet de serre, voici ce qui va se passer. Le GIEC n'a pas vocation à faire des recommandations au gouvernement dans le sens où le GIEC ne va pas dire voilà, vous devez faire ça. Le GIEC va se contenter de dire si vous avez tels objectifs, voici des mesures qui permettent de les atteindre ou pas. Voici des mesures pertinentes ou pas. Ils ne vont pas dire voilà, il faut faire ça. Ce serait une démarche politique. Le GIEC reste dans une démarche scientifique, descriptive et non pas prescriptive. Et donc, si on résume, son principal travail est de dégager un consensus scientifique et d'identifier les limites d'interprétation de ces résultats, afin donc d'éclairer les décisions politiques. Alors le GIEC est structuré en 3 groupes de travail. Donc lorsque un rapport d'évaluation est publié,
En fait, il est composé de 3 volets. On va voir un premier volet sur les aspects physiques du système climatique et de l'évolution du climat. On aura un deuxième volet sur la vulnérabilité des systèmes socio-économiques et donc de nos sociétés au changement climatique. Et un troisième volet sur les solutions envisageables pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et donc atténuer le changement climatique. Donc, en gros, on a le premier groupe qui parle de la physique du climat. Donc, en gros, quel est le problème à traiter? On a le deuxième groupe qui parle de l'adaptation. Quelle est la gravité du problème et ses conséquences sur nos sociétés? Et le troisième groupe qui va parler de l'atténuation, c'est-à-dire quels sont les efforts à faire pour limiter les conséquences de ce problème. Alors en termes de méthodologie, comment est rédigé un rapport? Donc on va tout d'abord avoir un lancement du projet avec des experts qui vont être nommés par les gouvernements pour proposer une structure au rapport. Donc on a le GIEC qui va approuver ce plan du rapport. Les auteurs vont être sélectionnés collégialement. Ils vont faire une première version du rapport. Cette première version sera soumise à un examen d'experts indépendants donc pour faire du peer review. Et suite à ça, on aura une deuxième version du rapport qui prendra en compte les remarques de la relecture par les pairs. Et donc cette deuxième version, elle sera soumise aussi au gouvernement et elle servira de base au résumé à l'intention des décideurs. Et donc finalement, on aura ensuite une version finale ainsi que le résumé à l'intention des décideurs. Ce rapport, donc en particulier le résumé pour le décideur, va être examiné par les gouvernements. Il servira dans les négociations diplomatiques. Voilà. Et donc au final, donc une fois que le rapport est examiné par les gouvernements, chaque gouvernement doit l'accepter. Donc le GIEC approuve le résumé à l'intention des décideurs, il accepte le rapport, qui est donc reconnu comme ayant traité le sujet de façon complète, objective et impartiale. Si lors de la relecture par les gouvernements, certains termes du résumé peuvent être négociés, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les auteurs restent garants de la sincérité du contenu du rapport et du résumé. Et donc le résumé signé par les décideurs doit être cohérent avec le rapport complet. Pour exprimer le niveau de certitude de chacune de ces affirmations, le GIEC va utiliser un vocabulaire calibré. Donc en fait, sur un sujet scientifique, il peut y avoir unanimité ou il peut y avoir controverse. Et en particulier, on va avoir en général un certain nombre d'arguments, d'éléments qui vont dans un sens, qui peuvent être cohérents entre eux, et qui peuvent être ou pas, et qui peuvent être en plus ou moins grande quantité. Et donc, pour chaque affirmation, en fonction de la cohérence des éléments à disposition et de leur quantité, ben, le GIEC va pouvoir évaluer un certain niveau de confiance et donc exprimer ce niveau de confiance avec un vocabulaire spécifique. Donc on va avoir les termes suivants qui vont être utilisés. Donc dans la version française, on aura les termes exceptionnellement improbable, très improbable, improbable, à peu près aussi probable qu'improbable, probable, très probable et quasiment certain. Et chacun de ces termes représente en fait une probabilité associée à un niveau de certitude sur l'affirmation en question. Donc, en particulier, si on lit les phrases suivantes, il est quasiment certain que la température des terres émergées continue à augmenter plus vite que celle des océans, et donc probablement 1,4 à 1,7 fois plus. Eh bien, quasiment certain, ça veut dire que la certitude est de 99 à 100%. Donc, il y a moins de 1% de chance de s'être trompé dans cette affirmation. Et si on regarde, il y a des éléments limités, moyennement cohérents de l'influence humaine sur l'Antarctique. Et là, on a des informations sur la quantité d'éléments. Donc là, on a des éléments limités. Et en plus, ils sont moyennement cohérents. Donc ici, voilà, on est dans un niveau de certitude assez faible, qui est donc bien exprimé par l'utilisation de ces deux termes calibrés. Maintenant qu'on sait ce qu'est le GIEC et comment il fonctionne, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet, à savoir le contenu du premier volet du 6e rapport d'évaluation, publié donc en août 2021.
Commençons par l'état actuel du climat. Donc on peut voir ici deux graphiques qui représentent l'évolution de la température moyenne terrestre depuis 2000 ans et depuis 150 ans. Alors la première chose qu'on peut observer, c'est que le climat, la température a toujours été variable sur Terre, mais dans une plage de variation d'environ 1,5 degré. Et depuis récemment, on est sorti de cette plage de variation naturelle pour atteindre voilà, un réchauffement d'environ 1,1 degré, donc qui est hors des plages de variation habituelles. Et donc oui, il y a un réchauffement climatique. Maintenant, est-ce que ce réchauffement climatique est dû aux activités humaines ou pas? Eh bien, ça, on peut trouver la réponse dans ce deuxième graphique. Ici, on a représenté l'évolution du climat mesuré en noir et l'évolution du climat simulée selon deux modèles. Un premier en orange qui prend en compte les activités humaines et en particulier les émissions de gaz à effet de serre, et un deuxième en bleu qui ne prend pas en compte ces activités humaines mais qui prend en compte les autres facteurs naturels et en particulier les activités solaires et volcaniques. Et donc on peut observer que le modèle qui ne prend pas en compte les activités humaines n'est pas capable d'expliquer bien les observations mesurées en noir. Et en revanche, le modèle qui prend en compte les activités humaines explique très bien les mesures de température ces dernières décennies. Donc oui, il y a un réchauffement climatique, et oui, ce réchauffement climatique est dû aux activités humaines. Alors une petite question, de combien la température moyenne sur les continents a-t-elle augmenté depuis l'ère pré-industrielle? On peut observer sur ces petites cartes, donc qui représentent les observations de température dans un monde à plus 1 degré qui est donc le monde actuel, et juste à côté, donc ce qui est simulé par les modèles utilisés par le GIEC. Donc déjà, première information, c'est que les modèles du GIEC représentent très bien les observations. Et donc ce qu'on peut observer sur ce monde à plus 1 degré de température moyenne, c'est que l'élévation de température est différente sur les océans et sur les continents. Les continents se réchauffent plus vite que les océans. Et donc au final, si on est à plus 1,1 degré de température moyenne, eh bien sur les continents, on est déjà à plus 1,6 degré, et sur les océans, on est seulement à plus 0,9 degré. Et donc dans la région Auvergne-Rhône-Alpes en particulier, on est déjà à plus 2,2 degrés. Les activités humaines génèrent des gaz à effet de serre, mais aussi des aérosols. Et en fait, ces composants vont avoir des impacts différents sur le climat. Donc si aujourd'hui on a un réchauffement moyen à l'échelle planétaire d'environ 1 à 1,1 degré, eh bien en fait on va avoir les gaz à effet de serre émis qui devraient être responsables d'1,5 degré de réchauffement, et on a des aérosols qui ont une contribution négative au réchauffement climatique, et donc des aérosols qui ont refroidi le climat. Et après on peut avoir tout ce qui va être activité solaire et volcanique qui en moyenne ont une influence nulle, mais ponctuellement peuvent avoir une influence importante, et la variabilité interne du climat, c'est-à-dire du stockage d'énergie entre la surface et la profondeur de l'océan, par exemple. Et donc, on peut observer sur ce deuxième graphique la contribution de chaque gaz à effet de serre et aérosol au réchauffement climatique total. Et donc, on a effectivement le dioxyde de carbone, CO2, qui est le responsable principal du réchauffement. Mais on a aussi donc le méthane qui a une influence assez significative sur le réchauffement climatique actuel, et d'autres gaz, donc comme le protoxyde d'azote, les gaz halogènes et d'autres. Et puis des aérosols, en particulier le dioxyde de soufre, qui refroidit pas mal le climat. Maintenant, si on veut essayer d'anticiper l'évolution future du climat, eh bien, il faut faire des scénarios d'émissions. Donc le GIEC a fait un certain nombre de scénarios. Donc on a des scénarios bleus qui sont climatiquement ambitieux avec une réduction rapide des émissions de gaz à effet de serre. On a un scénario jaune qui est plutôt un scénario tendanciel avec une stagnation pendant quelques décennies, puis une réduction à la fin du siècle. Et on a les scénarios en rouge qui ne prennent pas en compte de politique climatique, avec une constante augmentation des émissions jusqu'à la fin du siècle. Et donc a priori, ces scénarios-là
sont aujourd'hui exclus avec la prise de conscience internationale du problème. Et donc selon le scénario d'émission suivi, eh bien, on va avoir des scénarios d'évolution de température. Donc les scénarios politiques climatiquement ambitieux respectent les accords de Paris et finissent à 1,5 ou 2 degrés de réchauffement. Le scénario tendanciel finit plutôt aux alentours de 2,7 degrés de réchauffement. Et les scénarios sans politique climatique finissent plutôt aux alentours de 4 degrés de réchauffement. Alors pour ce qui est de l'élévation de température, comme on a pu le voir dans une slide précédente, les continents se sont plus réchauffés que les océans. Mais en fait, cette tendance va se poursuivre, donc les continents vont plus se réchauffer que les océans, quel que soit le scénario de réchauffement suivi. Et donc en fait, les terres se réchauffent 1,4 à 1,7 fois plus que les océans, donc dans tous les scénarios. Et un autre élément important, c'est que l'Arctique se réchauffe 2 fois plus vite que la moyenne. Le climat, c'est les températures, mais c'est aussi les précipitations. On peut observer ici les précipitations annuelles moyennes dans chaque point du globe. Et maintenant, l'évolution de ces précipitations annuelles dans chaque territoire. Et donc on peut observer qu'il y a des zones où il pleuvra plus et des zones où il pleuvra moins. Et que plus le climat va se réchauffer, plus ces différences seront importantes. Donc ça, c'est pour les précipitations annuelles moyennes. Maintenant, pour les extrêmes de précipitation, eh bien, dans l'ensemble, en chaque point du globe, enfin dans l'essentiel du globe, les précipitations extrêmes seront plus intenses. Et donc le chiffre avancé dans le rapport du GIEC, c'est que pour chaque degré supplémentaire, eh bien, on a environ 7% de précipitations extrêmes supplémentaires. Donc ce résultat est dû en fait à une intensification du cycle de l'eau. Donc plus il va faire chaud, plus on va avoir d'évaporation et de pluie. Et donc le cycle de l'eau dépend un peu de la température moyenne totale. Le changement climatique aura des conséquences sur les températures, sur les précipitations, mais aussi indirectement sur d'autres éléments comme par exemple le niveau de la mer. Et donc, quel que soit le scénario d'émission, le niveau de la mer va augmenter pour 2 raisons. Parce que les glaces vont continuer à fondre et donc rajouter de la masse d'eau dans l'océan, et parce que en se réchauffant, l'eau de l'océan va se dilater, et donc ces deux phénomènes font augmenter le niveau de la mer. Donc ce niveau de la mer va augmenter de manière différente selon les scénarios d'émission, mais dans tous les cas, il y aura une augmentation qui va se poursuivre sur les décennies, les siècles, voire les millénaires qui vont suivre. Et autre élément, le GIEC a évalué une majoration de cette élévation du niveau de la mer dans le pire cas, et donc on sait dans le pire cas quelle va être l'élévation. Aujourd'hui, le niveau de la mer s'est élevé d'environ 20 cm par rapport au siècle dernier, ce qui est assez faible par rapport à ce qui nous attend dans les décennies qui viennent. Donc en termes temporels, qu'est-ce qui va se passer? Si on reste à une élévation d'1,5 degré, le niveau de la mer va encore monter de 30 à 50 cm d'ici la fin du siècle, et à très très long terme, potentiellement de 2-3 mètres. Si on fait un scénario tendanciel à 3 degrés, ce serait plutôt de 40 à 80 cm à la fin du siècle, et plus à long terme. Et dans un scénario full fossile, là on serait presque à 1 mètre à la fin du siècle, voire dans le pire cas à 2 mètres. Et à très long terme, on pourrait atteindre plusieurs dizaines de mètres, ce qui est vraiment énorme. On va s'intéresser aux événements climatiques extrêmes maintenant, avec tout d'abord les pics de chaleur. Si on prend une canicule qui arrivait tous les 10 ans au 19e siècle, aujourd'hui, dans un monde réchauffé de 1 degré, cette canicule arrive 3 fois tous les 10 ans. Et dans un monde à 2 degrés, elle arriverait 5 à 6 fois tous les 10 ans, donc 1 an sur 2. Et si on va dans un monde à plus 4 degrés, une canicule qui initialement était décennale, bien cette canicule serait annuelle au final. Et donc tous les ans seraient aussi chauds que la pire année de la décennie dans le passé. Donc ça c'est pour la fréquence des pics de chaleur, mais il y a aussi leur intensité. Donc le pire pic de chaleur de la décennie serait plus chaud, dans un monde plus chaud, que dans un monde initialement moins chaud.
normale. Et si on s'intéresse aux événements qui avaient lieu initialement tous les 50 ans, eh bien on a les mêmes tendances. Et donc dans un monde à plus de degrés, un événement qui arrivait tous les 50 ans auparavant, eh arriverait plutôt 14 fois tous les 50 ans, soit voilà, presque tous les 3-4 ans. Et dans un monde à 4 degrés, cet événement qui arrivait tous les 50 ans auparavant arriverait à peu près tous les ans. Donc augmentation des pics de chaleur en fréquence et en intensité. Et cette augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements extrêmes, elle s'observera aussi sur les précipitations intenses et sur les sécheresses, donc avec voilà, plus de sécheresse et de précipitations intenses, et des sécheresses et des précipitations intenses, plus intenses qu'auparavant. Le changement climatique va impacter un certain nombre de risques naturels. Donc on a vu les températures moyennes, les températures extrêmes, les précipitations, le niveau de la mer, et il y en a un certain nombre d'autres. Et donc pour chaque risque naturel, le GIEC a évalué dans les différentes régions du monde, donc il y en a une cinquantaine de régions continentales qui ont été définies. Donc pour chacune de ces régions, et pour chaque risque naturel, le GIEC a évalué si ce risque allait augmenter ou diminuer. Et donc typiquement pour les chaudes températures, eh bien, dans toutes les régions du globe, eh bien, ces températures vont augmenter. Pour les chaleurs extrêmes, elles vont augmenter aussi partout. Et effectivement, en contrepartie, les vagues de froid et de gel vont diminuer partout. Et donc après, on a aussi tous les indicateurs d'humidité et de sécheresse. Donc on aura des précipitations moyennes qui vont augmenter dans une partie des territoires. On aura des crues dans certains territoires et peut-être dans d'autres, mais pas forcément partout. Les précipitations augmentent, des précipitations intenses qui vont augmenter dans l'essentiel des territoires. Et puis voilà, un certain nombre d'autres indicateurs. Il y a les temps de feu aussi, donc des temps plus propices aux incendies dans une bonne partie des territoires émergés. Après, pour tout ce qui est des impacts et des risques côtiers, on a donc bien sûr le niveau de la mer, les inondations côtières, on a aussi l'érosion des côtes, des vagues de chaleur marine et bien sûr l'acidification des océans. Et pour finir, un certain nombre d'autres indicateurs sur le vent, la neige et autres. Et donc voilà, pour chaque risque naturel, on sait donc s'il y a une grande partie des territoires émergés et des territoires océaniques qui sont concernés ou pas par une augmentation ou une diminution de ces risques. Et donc, en Europe, à quelle sauce va-t-on être mangé? On a représenté ici l'évolution des températures moyennes en hiver et en été donc en Europe en fonction du réchauffement, donc pour 1,5 degré, 2 degrés et 4 degrés, et l'évolution des précipitations annuelles, donc pareil, en hiver, en été, pour 1,5, 2 et 4 degrés. Donc, première information qu'on peut observer, c'est que plus le climat va se réchauffer, plus les températures moyennes vont augmenter. Ça, c'est assez évident. Par contre, ce qui était moins évident, c'est l'augmentation dans l'Europe du Nord ou en Méditerranée. Et donc en fait, en hiver, c'est surtout l'Europe du Nord qui se réchauffera. Par contre, en été, c'est surtout la Méditerranée qui sera impactée. Donc ça peut poser potentiellement un certain nombre de problèmes. Pour ce qui est des précipitations, eh bien, les précipitations vont avoir tendance à augmenter en Europe du Nord et à diminuer en Méditerranée. Et donc en hiver, si on s'intéresse par exemple voilà, à la France et à Lyon, eh bien en hiver il pleuvra plus et en été il pleuvra moins. Et après d'autres territoires comme la Méditerranée, il pleuvra moins tout le temps, et en Europe du Nord il pleuvra plus tout le temps. Les dernières slides sur le contenu de ce rapport, slide un peu compliqué sur le budget carbone mais particulièrement importante. Donc on a une relation à peu près linéaire entre les émissions cumulées de gaz à effet de serre depuis, les émissions cumulées de CO2 depuis 1850 et le réchauffement total de la planète.
mais cette relation, elle est à peu près. Si on sait combien de tonnes de CO2 on va émettre, on sait à peu près à quelle température on va finir. Et si on sait à quelle température on veut s'arrêter, par hasard 2 degrés, eh bien on sait à beaucoup près combien on a droit d'émettre. Donc cette relation, elle est d'à peu près un demi-degré de réchauffement pour 1000 gigatonnes de CO2 émis. Et donc, en fonction de degré de certitude qu'on veut avoir pour atteindre nos objectifs, on a des budgets carbone différents. Typiquement, si on veut avoir une chance sur deux de rester sous 1,5 degré, on a le droit d'émettre 500 gigatonnes, donc 500 milliards de tonnes de CO2. Si on veut prendre plus de risques, on peut peut-être en émettre 900, et si on veut être plus serein, eh bien, il vaudrait mieux se restreindre à 300. Aujourd'hui, on émet annuellement environ 40 milliards de tonnes de CO2, donc sans prendre en compte les autres gaz à effet de serre, mais donc en CO2, c'est 40 milliards de tonnes chaque année. Et donc, les budgets carbone pour rester sous 1,5 degré, c'est plutôt de l'ordre de 10 années de consommation d'émissions actuelles. Et si on veut rester sous 2 degrés, ben on a plutôt pour une trentaine d'années d'émissions actuelles. Et donc ça, si on a un budget carbone de 10 ans, ça veut dire que eh bien, c'est ce qu'on a le droit d'émettre d'ici la fin du siècle et même éternellement, c'est 10 années actuelles. C'est-à-dire que si on émet au rythme actuel pendant encore 10 ans, après il faut de suite tomber à zéro. Donc plutôt commencer à réduire assez rapidement pour répartir progressivement notre budget carbone sur les années, décennies qui viennent. Alors en conclusion, on peut retenir les points suivants. Tout d'abord, donc il est incontestable que l'influence humaine a réchauffé l'atmosphère, les océans et les terres. Le climat que les générations actuelles et futures vont connaître dépendra des émissions passées et futures. Deuxième point, on peut retenir que la réduction rapide de nos émissions limitera et minimisera les changements climatiques. On peut aussi retenir que, à l'inverse, continuer sur notre lancée conduira à des bouleversements plus importants, plus rapides, qui affecteront progressivement toutes les régions du monde et auxquelles nos sociétés ne sont pas préparées. Et donc ça, ce sera l'objet du rapport du groupe 2 qui paraît le 28 février. Et enfin, donc certains changements dureront des siècles ou des millénaires. Nos choix aujourd'hui auront des conséquences pendant très longtemps. Alors, voici quelques ressources pour approfondir plus en détail ce rapport sur les bases physiques du changement climatique. Donc, bah, déjà le rapport du GIEC en lui-même, donc avec son résumé à l'intention des décideurs. Il y a aussi, oui, l'atlas interactif qui permet d'accéder aux données des modèles utilisés par le GIEC. On a des résumés en français, donc avec un article dans Le Monde de Sylvestre Huet, donc sur le rapport du GIEC. On a une synthèse par Bon Pote, une synthèse par les Shifters, aussi un podcast donc des Shifters. Et on a bien sûr la conférence de presse du GIEC lors de la publication du rapport. Et une présentation aussi qui a été faite par Valérie Masson-Delmotte au ministère de la Transition écologique, qui est très intéressante et dont je me suis inspiré. Alors c'est l'heure de reprendre notre quiz du début de cette présentation. Alors, première question. Que signifie l'acronyme GIEC? Est-ce que ça veut dire Groupe international d'experts du climat, Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, Grands hypocondriaques de l'environnement et du climat, ou Groupe indépendant d'expertise sur le climat? Eh bien la bonne réponse est la réponse B. GIEC signifie Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Le E c'est pour évolution et pas pour expert. Deuxième question. Le GIEC a publié un rapport en août 2021. De quoi s'agit-il? Est-ce que c'est le 6e rapport du GIEC appelé AR6? Est-ce que c'est la première partie seulement de l'AR6? Est-ce que c'est le rapport spécial 1,5 degré? Ou est-ce que c'est la 3e partie de l'AR5? Eh bien, la bonne réponse est la réponse B. Le GIEC a publié en août la première partie de l'AR6. Troisième question. Ce rapport est-il le résultat du travail de 234 auteurs, de la prise en compte de 78 000 commentaires de relecteurs, de l'analyse de 14 000 articles scientifiques, ou du lobbying du gouvernement chinois pour affaiblir l'économie américaine? Eh bien, il y a plusieurs bonnes réponses,
Il y a plus de 200 auteurs qui ont contribué à ce rapport. Ils ont pris en compte plus de 78 000 commentaires de relecteurs. Et bien sûr, ils sont basés sur l'analyse de 14 000 articles scientifiques. Et bien sûr, le gouvernement chinois n'a rien à voir dans cette histoire. Quatrième question. Limiter le réchauffement à 2 degrés d'ici 2100 correspond à une augmentation au niveau des continents de combien? 1 degré, 2 degrés, 3 degrés ou 4 degrés? Eh bien, la bonne réponse est la réponse C. On a vu que les continents se réchauffaient plus vite que la moyenne planétaire. Et donc aujourd'hui, la température s'est élevée de 1,1 degré en moyenne, mais de 1,6 degré sur les continents, et la tendance va se poursuivre. Cinquième question. L'espèce humaine a-t-elle un impact sur le climat? Oui, certaines activités humaines le réchauffent. Oui, certaines activités humaines le refroidissent. Non, je suis climato-sceptique. Ou nous n'avons pas les moyens de le savoir. Eh bien, c'est un piège, il y a deux bonnes réponses. Certaines activités humaines réchauffent le climat et certaines le refroidissent. Donc les gaz à effet de serre réchauffent le climat et les aérosols le refroidissent, mais en prenant en compte les deux, on le réchauffe pas mal, le climat. Alors, sixième question. Avec les politiques actuelles, vers quel réchauffement nous dirigeons-nous pour la fin du siècle? Est-ce que c'est le scénario SSP 1 2.6 qui finit à 1,8 degré? Est-ce que c'est le scénario SSP 2 4.5 qui finit à 2,7 degrés? Est-ce qu'on se dirige pile vers 2 degrés ou est-ce qu'on se dirige plutôt vers le scénario SSP 3 7.0 qui finit à 3,6 degrés? Eh bien, la bonne réponse est la réponse B. On se dirige actuellement plutôt vers une trajectoire qui finirait à 2,7 degrés d'ici la fin du siècle, et donc qui ne respecte pas actuellement les accords de Paris. Mais il va falloir changer ça. Septième question. Quelle élévation globale du niveau de la mer pourrions-nous avoir à la fin du siècle? 25 cm, 60 cm, 1,50 m ou 2,25 m? Eh bien, peut-être 60 cm, peut-être 1,50 m. En tout cas, c'est certain qu'on sera à plus de 25 cm, même dans le scénario qui finit à 1,5 degré. Et c'est certain aussi qu'on sera à moins de 2,25 m, même dans le scénario sans aucune politique climatique, en cramant toutes les énergies fossiles à notre disposition, on serait à maximum 2 mètres de réchauffement, en prenant en compte toutes les incertitudes envisageables. D'élévation de niveau de la mer, pardon. Question numéro 8. Dans le scénario tendanciel, une canicule qui arrivait tous les 50 ans auparavant arriverait tous les ans, voire plus fréquemment, tous les 3 ans, voire tous les 2 ans, tous les 10 ans ou tous les 50 ans. Et je suis toujours climato-sceptique. Eh bien, la bonne réponse, c'est la réponse B. Le scénario tendanciel, c'est un réchauffement d'environ 2,7 degrés d'ici la fin du siècle. Et on a vu que pour 2 degrés de réchauffement, des canicules qui arrivaient tous les 50 ans, il y en aurait environ 14 tous les 50 ans. Et un scénario à 4 degrés, ce serait plutôt 40. Donc voilà, entre 14 et 40, on va dire une vingtaine d'années sur les 50, avec une canicule initialement cinquantennale. Donc voilà, 20 sur 50, ça fait environ une fois tous les 2 à 3 ans. Bon, il fallait faire un petit peu de calcul mental. Neuvième question. À Lyon, la conséquence du réchauffement climatique, c'est plus chaud l'été et plus froid l'hiver, plus chaud l'été et plus chaud l'hiver, plus sec l'été et plus pluvieux l'hiver, ou plus sec l'été et plus sec l'hiver? Eh bien, il y a plusieurs réponses à Lyon. Donc, le réchauffement climatique, ça réchauffe à la fois l'été et l'hiver. Et par contre, sur la pluviométrie, c'est différent en été et en hiver. Il fera plus sec l'été et plus pluvieux l'hiver. Dernière question sur le budget carbone. Nous avons un budget carbone d'environ 10 ans pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que nous pouvons encore émettre ce que nous émettons tous les 10 ans 10 fois? Est-ce qu'il faut être neutre en carbone d'ici 10 ans? Est-ce qu'il faut atteindre le pic des émissions de gaz à effet de serre dans 10 ans maximum?
Ou est-ce qu'il faut réduire de 10% par an nos émissions de gaz à effet de serre à partir de maintenant? Eh bien, il y a deux bonnes réponses. La première, effectivement, nous pouvons encore émettre ce que nous émettons tous les ans 10 fois. C'est à ça que correspond un budget carbone de 10 ans. Et il se trouve que ça correspond à une réduction de 10% par an euh, à partir d'aujourd'hui. Si on avait gardé l'objectif de budget carbone de 30 ans pour rester sous les 2 degrés, ça correspondrait à une réduction d'environ 2,5% tous les ans. Et en France, le chiffre avancé, c'est en général celui de 5% par an, qui correspond à ce qui est nécessaire de faire pour suivre la stratégie nationale bas carbone et atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Si vous étiez peu renseigné sur les enjeux du changement climatique, ces informations ont pu vous donner une sorte de claque qui devrait a priori vous faire quitter le statut de déni pour vous entraîner sur un certain nombre d'étapes, ce qu'on appelle les étapes du changement ou de la courbe du deuil, et où en général les gens passent après cette notion de choc et de déni, une étape de colère, puis essayer de négocier. Il y a ensuite la partie dépression, acceptation, et enfin on peut remonter la pente pour expérimenter, décider et intégrer les enjeux et s'épanouir en étant acteur du changement. Donc aujourd'hui vous êtes peut-être encore dans le déni ou la colère ou le choc. Avec les publications du deuxième rapport du GIEC le 28 février, on sera peut-être au fond du trou de la dépression, mais quand on aura accepté ça et quand on aura lu le troisième rapport sur l'atténuation, eh bien on saura quoi décider et comment s'impliquer dans ces enjeux. Donc c'est qu'une mauvaise passe et ça va bien se passer. Bon courage. Merci d'avoir suivi cette vidéo sur le premier volet du sixième rapport d'évaluation du GIEC paru en août dernier. Et donc aujourd'hui, le 28 février, a priori, devrait sortir le deuxième volet de ce rapport qui traite des incidences de l'adaptation et des vulnérabilités de nos sociétés. Et donc pour lesquelles je ferai bien évidemment une vidéo donc dans les jours ou plutôt les semaines qui viennent. C'était Barla Énergie Climat, merci et à très bientôt.